Elle développe en fait une position qui est celle d'argumenter un vécu de préjudice. Elle estime qu'elle est mise en cause injustement, qu'elle est incarcérée injustement. Donc, dans cette situation, dans ce vécu qu'elle développe de victime, elle attaque à ce moment-là. Et c'est aussi une façon d'exercer un contrôle sur l'ensemble des personnes qui l'ont mise en cause, c'est-à-dire qui l'ont mise dans cette situation-là. Rodica Negroiu, une aide-soignante d'origine roumaine, avec un tempérament de feu. Dans son entourage, les hommes meurent beaucoup. Une fois qu'elle l'a utilisé, il n'a plus d'intérêt à exister pour elle, elle le jette. Partie de rien, Rodica Negroiu a tout fait pour s'offrir une vie confortable en France. Pour y parvenir, elle n'a pas hésité à tuer. À 2 reprises. C'est en tout cas ce que dit la justice. Ce qui lui a valu le surnom d'empoisonneuse de Maxéville. Je suis l'innocente de Maxéville. Je ne suis pas l'empoisonneuse de Maxéville. Ces 2 meurtres, Rodica Negroiu les a toujours niés. Et cela fait 30 ans qu'elle le martèle. Je continuerai jusqu'à la fin de ma vie défendre mon innocence et ma liberté. Ils m'ont volé la vie. Aujourd'hui encore, elle multiplie les recours et dénonce une erreur judiciaire. Rodica est peut-être sur le point d'obtenir gain de cause. Avec Imen Gouali, nous avons retrouvé les protagonistes de cette affaire et analysé avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Après 12 demandes de mise en liberté provisoire, Rodica Negroiu est enfin libre. La Roumaine est assignée à résidence le temps de l'instruction. Dès demain, l'aide-soignante reprendra ses fonctions à l'hôpital psychiatrique de Laxou. Tout commence le 17 décembre 1990. Ce jour-là, le téléphone sonne au commissariat de Vendeuvre, dans la banlieue de Nancy. Au bout du fil, un mystérieux correspondant fait une déclaration troublante. Il a des doutes. Sur le décès d'un certain Raymond Jactel. L'homme, un paisible retraité de 82 ans, a succombé 3 jours plus tôt à un infarctus. Selon Le Corbeau, Raymond Jactel avait amassé une somme confortable de son vivant, 750 000 francs qu'il avait convertis en bons anonymes du Trésor. C'est justement cette fortune qui aurait suscité la convoitise, celle d'une femme qui occupe désormais sa maison. Les policiers sont perplexes, mais ils doivent vérifier. Ils vont donc sonner chez ce monsieur Jactel. C'est effectivement une femme qui leur ouvre la porte. Cette femme s'appelle Madame Negroiu Rodica, épouse et lui. Nous allons vérifier chez le notaire, voir dans quelles conditions cette femme peut occuper la maison. Et donc on s'aperçoit que, effectivement, monsieur Jactel a vendu sa maison à cette personne en viager. Une vente qui remonte à 2 mois seulement. Il n'en faut pas plus pour que les policiers décident d'enquêter sur la mort de Raymond Jactel. On le connaissait comme étant un retraité paisible, sans enfant. Cependant, il s'était quand même pris d'affection pour un gamin de l'assistance publique, un certain Claude, dont il avait décidé aussi de faire son héritier. Seulement voilà, depuis sa rencontre avec Rodica Negroiu, le vieil homme avait changé, dit-on. Cette dame est arrivée peut-être au bon moment où il avait besoin de soins, de présence, d'affection peut-être, je ne sais pas, et donc elle est arrivée au bon moment. Au bon moment pour écarter Claude ? Quoi qu'il en soit, les liens entre Raymond Jactel et son protégé se distendent. À tel point que le retraité n'entend plus lui léguer sa maison. Et puis, il y a les bons du Trésor. Les fameux 750 000 francs. Or, ces bons anonymes ont disparu.
les policiers découvrent que le jour de l'enterrement de Raymond Jactel, un homme s'est présenté au guichet de la Poste pour encaisser l'argent. Malheureusement, lorsqu'on lui a demandé son identité, la personne est repartie en disant « Je vais réfléchir, je reviendrai ». Un homme mystérieux, une femme étrange. Les policiers font vite le lien. Les policiers convoquent plusieurs relations de Rodica Negroiu et ils montent ce qu'on appelle un tapissage. Un tapissage auquel participe l'employé de la Poste et qui reconnaît un homme. Cet homme s'appelle Roger et ça n'est autre que le compagnon de Rodica Negroiu. Les soupçons se précisent. Le procureur de Nancy ouvre une information judiciaire, en recherche des causes de la mort, et ordonne l'exhumation du corps de Raymond Jactel. L'autopsie et les analyses médico-légales sont pratiquées à Strasbourg. Professeur Henri Coudane, c'est vous qui êtes chargé d'analyser les prélèvements effectués sur Raymond Jactel. Quels sont les résultats de vos analyses? D'emblée, on met en évidence chez M. Jactel des taux importants d'un produit qu'on appelle le phénobarbital, que l'on utilise dans un certain nombre de pathologies neurologiques, et d'un autre produit que l'on appelle la digitaline ou la digoxine. C'est un médicament, on va dire, à visée cardiaque. Vous étudiez le dossier médical de M. Jactel pour voir s'il y a des prescriptions qui expliqueraient la présence de ces médicaments. Et qu'est-ce que ça donne? On n'a pas retrouvé de prescription médicale pouvant contenir l'un ou l'autre des médicaments que je viens de citer, c'est-à-dire la digoxine et le phénobarbital. Si on les retrouve dans le corps de M. Jactel à la suite des analyses toxicologiques effectuées après l'exhumation, c'est qu'ils ne sont pas là par l'opération du Saint-Esprit. Ça, c'est certain. Les policiers interrogent alors les pharmaciens de Nancy et, coïncidence, ils découvrent que Rodica Negroiu s'est justement procuré du phénobarbital. Décidément, tout semble converger vers cette femme. Mais qui est donc cette Rodica Negroiu? C'est une femme de 51 ans qui est d'origine roumaine et qui est arrivée en France 5 ans avant le décès de M. Jactel, avec son fils, un jeune homme de 22 ans. Ensuite, elle a acquis la nationalité française en épousant un certain Gérard Eluy. Gérard Eluy, un mari décédé dans d'étranges circonstances en 1988, 2 ans avant la mort de Raymond Jactel. Décidément, on meurt beaucoup dans l'entourage de Rodica. Le juge d'instruction décide d'ouvrir une autre information judiciaire pour rechercher les causes de cette mort et s'intéresse à cet homme. Retraité et veuf, Gérard Eluy avait 68 ans. Il aimait bien jouer avec les enfants. Il nous fabriquait, c'était le MacGyver des jouets. Il nous fabriquait toujours un jouet avec un bout de tuyau, un entonnoir. Il nous faisait une trompette ou un lance-pierre ou une poupée. Il nous faisait aussi des tartes à la Mirabelle. Je me souviens de ça. Ce père de 3 enfants menait une vie paisible jusqu'à ce qu'il croise la route de Rodica Negroiu. Quand il l'a vue comme ça, il dit à sa sœur, « Oh, c'est une belle poulette ». Bon, ben, c'était une femme qui s'arrangeait, qui était pas mal physiquement quand même, qui avait des grands cheveux blonds, etc. Donc, bon, ben, elle lui avait tapé dans l'œil. Excusez-moi l'expression. Le 7 décembre 1985, un mois à peine après leur rencontre, Rodica et Gérard se marient dans le plus grand secret. Jean Eluy, vous avez assisté au mariage de votre père? Absolument pas. On a été prévenus quasiment une fois que c'était fait. Vous n'étiez pas invité? On n'était pas invités, absolument pas. J'imagine qu'ils s'installent ensemble? Oui, c'est ce qu'ils pensaient. Mais ça n'a pas été le cas, puisque le jour du mariage, elle est partie avec son fils, et puis mon père, je crois qu'il est parti chez sa sœur à Nancy le jour-là. Mais même le jour même du mariage, ils n'étaient plus ensemble. Vous avez des contacts réguliers avec votre père ou pas?
Oui, je le voyais régulièrement. J'habitais pas à côté puisque j'habitais en région parisienne, mais je remontais en Lorraine pour venir le voir. Et à chaque fois, il y avait la présence de Rodica Negrouillou, alors qu'elle ne vivait pas sur place. Un couple qui ne partage pas le même toit, étrange. D'autant que pour la famille de Gérard et lui, cette Rodica semble s'intéresser davantage aux revenus de son mari qu'à lui. Quand il touchait sa retraite, eh ben, elle venait prélever la retraite. Elle lui achetait son pain et puis son vin, puis elle repartait. Il vivait dans la misère, en fait. Une fois, j'étais chez lui et j'ai voulu utiliser la télécommande du téléviseur. Fonctionnait pas. En fait, la pile était usée. Alors, je l'ai prévenu, j'ai dit, tu pourrais au moins te racheter une pile pour ta télécommande. Surtout que lui, c'est un fervent utilisateur de la télévision. Et là, il m'a dit, mais j'ai même pas l'argent pour l'acheter. Il avait même pas 5 francs sur lui. Gérard vit dans la misère, mais il ne rate pas une occasion de gâter sa femme. Il offre une chambre au fils de Madame Negrouillou et il offre à Madame Negrouillou un manteau de vison acheté à Nancy, pour un montant de 14 500 francs. Cette fois-ci, c'en est trop. La famille de Gérard intervient. On a essayé de lui reprendre pour demander au fourreur s'il voulait bien le reprendre. Alors lui, il a dit s'il est en bon état, on veut bien. Ah ben oui, mais elle l'avait déjà revendu. Gérard est ruiné. Il n'a plus d'autre choix que d'aller vivre chez sa belle-sœur à Livry-Gargan, en région parisienne. Gérard couchait chez moi, je lui avais donné une chambre, et puis il passait sa journée à me dire elle m'a pris pour un pigeon, elle m'a pris pour un pigeon. J'ai pas retrouvé mon oncle parce que bon, c'était quelqu'un de rigolo, c'était quelqu'un de joyeux, et je l'ai trouvé très triste, très affaibli. C'était bizarre de le voir comme ça, on l'avait jamais vu comme ça. Je lui dis, écoute, décide-toi, t'as pas d'autre solution, il faut divorcer, tu peux pas continuer comme ça. La famille fait alors pression pour que Gérard annule la donation au dernier vivant qu'il a signé en faveur de Rodica, un acte par lequel il lui lègue tout. Après 3 mois en région parisienne, Gérard et lui retournent dans sa maison à Custine. Il suit les conseils de sa famille, demande le divorce et annule toutes les dispositions en faveur de sa femme. Mais Rodica revient, et cette fois-ci, elle s'installe chez lui. Elle va se maintenir maintenant dans les lieux, elle va faire un effort pour rester, et dans le but d'atteindre les délais d'acquisition de la nationalité française. Un délai de 2 ans durant lequel le couple cohabite. Gérard et lui retombent fatalement sous l'emprise de Rodica. Mon oncle était quelqu'un d'influençable, c'était pas quelqu'un qui était calculateur, etc. Bon, il travaillait comme tout le monde, mais il était pas bien méchant. Retour à la case départ. Gérard annule la demande de divorce, refait sa donation au bénéfice de sa femme. Alors même que dans la maison, l'ambiance est invivable. Il avait peur d'elle, oui. Il s'attendait à un mauvais coup d'un jour à l'autre. Et en fait, il vivait dans la crainte. Il allait se coucher, il fermait ses portes à clé. Il avait très peur d'elle. Rodica est naturalisée en janvier 88. La famille de Gérard n'a plus de nouvelles jusqu'au 16 février. Sa sœur Francine reçoit un coup de fil à son travail. J'étais au lycée et le directeur m'appelle, il m'a dit « Madame Derriac, allez vite vous habiller, il faut que vous partiez tout de suite à Nancy, il est arrivé un accident à votre frère. » Je dis « Qu'est-ce qui peut lui avoir arrivé ?» Ben, il me dit « Il est décédé. » Ça a été l'étonnement, évidemment, incroyable. Et puis, on a filé à Custine, hein.
En arrivant à la maison, chez mon père, Rodica était là, très froide, comme d'habitude, aucune émotion. On n'aurait jamais cru que c'était son mari qui était décédé. Surtout après un mariage aussi proche, ils devaient s'aimer, les amoureux. Donc elle aurait dû être un peu touchée quand même. La première chose qu'elle nous a montrée, c'était la table de salon avec un étalage de bouteilles, des bouteilles vides. Des bouteilles d'alcool? Des bouteilles d'alcool, mais c'était des bouteilles que je connaissais. C'était des bouteilles qui étaient rangées sous l'évier depuis très longtemps. Donc elle a sorti tout ça, c'était son scénario en fait, pour montrer que mon père était alcoolique, que mon père buvait beaucoup, et que là il a passé sa nuit à boire, et c'est pour ça qu'il est mort, regardez-le. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'alcool qui l'a tué, c'est ce qu'elle vous dit? Pour elle, ouais. Pas pour moi. Je sais très bien que mon père ne buvait pas. Pour vous, dès ce moment-là, la mort de votre père est suspecte? Suspecte, oui. Et on n'a pas voulu entamer une démarche style demande d'autopsie et toutes ces choses-là, puisqu'on n'avait aucune preuve. Gérard Eluy est donc mort 3 semaines seulement après que Rodica Negroiu ait acquis la nationalité française. Quant à Raymond Jactel, 2 mois se sont écoulés entre la vente de sa maison en Viager et son décès. Un calendrier pour le moins troublant. Et si Gérard avait lui aussi été empoisonné? Le juge d'instruction décide de faire exhumer son corps pour en avoir le cœur net. Professeur Henri Coudane, vous êtes à nouveau chargé de ces analyses. Comment procédez-vous? Alors pour M. Eluy, la procédure dans l'instruction, on va dire, des recherches des causes de la mort est identique. Il y a une autopsie qui est pratiquée après l'exhumation. On a envoyé au laboratoire à Strasbourg, chez mon collègue le professeur Mangin, tous les prélèvements. Et là, résultat, mise en évidence de digoxine, c'est-à-dire de digitaline pour faire simple, à un taux élevé. Conclusion, mort, là aussi, suspecte. Est-ce que vous avez relevé une présence de phénobarbital? Alors, pas de phénobarbital chez M. Eluy. Est-ce que les quantités ingérées par l'un et l'autre nous apprennent quelque chose? Oui, parce que ce sont des quantités importantes. Ce sont des taux élevés, retrouvés dans plusieurs organes, ce qui est confirmé par l'analyse des cheveux. Donc, pas à dose thérapeutique? La réponse est non. C'est au-dessus des doses thérapeutiques. Les résultats des expertises sont clairs. Vu la dose de médicaments, dans les 2 cas, il s'agit d'un empoisonnement. Jean Eluy, d'après l'étude toxicologique, votre père a été empoisonné. Oui. Comment vous réagissez quand vous apprenez ça? Au départ, sous la colère un peu. Elle en a eu tout le bénéfice, la nationalité française, la donation au dernier vivant et la pension de reversion. Tout était gagné, il n'y avait plus qu'à se débarrasser de la personne gênante. C'est tout. C'est peut-être cru, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà 1 an et demi que l'instruction est ouverte et Rodica Negroiu n'a toujours pas été entendue. Avec ces analyses, le juge a désormais du solide. Le 9 juin 1992, Rodica Negroiu est placé en garde à vue. Rodica Negroiu, ce 9 juin 1992, vous êtes interpellé. Vous vous y attendiez? Absolument pas. Les policiers vous soupçonnent de 2 empoisonnements. C'est grave. Comment est-ce que vous réagissez? Bien sûr que j'ai répondu avec la sincérité que j'ai été combative. J'ai dit non, j'ai dit c'est faux, j'ai dit j'ai rien fait de mal. Vous êtes innocente? Absolument, je suis innocente. J'ai rien fait de mal à qui que ce soit, même pas aux mouches. Absolument pas. Rien du tout. La veuve campe sur ses positions. Son mari Gérard est mort parce qu'il buvait beaucoup.
Quant à Raymond Jactel, il a succombé à un infarctus. On peut la mettre devant le fait accompli, elle va le nier. C'est un principe chez elle. Que répondez-vous aux policiers qui vous soupçonnent de la mort de Gérard et lui, votre mari? Je n'avais pas intérêt. Je n'avais pas intérêt parce que moi, Gérard était pauvre, donc je n'avais pas pris un homme riche. Je me suis mariée par amour avec une personne qui était pauvre, qui était très bien. Gérard. Donc, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Et vous l'aimiez? Si je l'aimais? Ah oui, oui, c'était tout. C'était un bijou d'homme. Et concernant la mort de Raymond Jactel, alors? Son décès, il est dû à sa maladie et hypertension artérielle. À l'issue de votre garde à vue, vous êtes finalement mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire. Mais... Vous allez donc en prison. Oui. Comment vous le vivez? J'étais mise en prison. Je savais que je n'ai rien fait de mal. J'ai dit, bien sûr que je n'ai pas pu accepter la prison. Je n'ai pas pu accepter le fait qu'elle me traite d'empoisonneuse. L'enquête continue. Les policiers vont perquisitionner le domicile de Rodica, à Maxéville, en banlieue de Nancy. Nous trouvons à l'intérieur de la maison une multitude, un amoncellement d'objets, de choses, de meubles, d'objets de collection, enfin des vases galets, des choses comme ça. C'est des vases galets, donc vraiment de la région de Nancy. Et elle dit que ça lui appartient, c'est à elle qu'elle l'a ramené de Roumanie. On y croit peu, hein. En fait, on s'aperçoit que ces objets-là proviennent de chez M. Jactel. Maître Gérard Michel, vous avez assisté à la perquisition. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors écoutez, Rodica Negroiu, il y a une chose extraordinaire. Elle habite rue de la Justice, ce qui ne s'invente pas. Et on va perquisitionner chez elle, en présence des avocats, ce qui est normal. Et on va découvrir un tas d'objets, mais qui n'ont rien à faire chez elle. Une tour Eiffel, des cadres représentant M. Jactel jeune, des souvenirs de la guerre de 1914... Toutes des choses, bien entendu, qu'elle n'a pas pu ramener de Roumanie. Et on va l'interroger ensuite en disant « Madame, ça, vous l'avez pris chez M. Jactel. » Et à la place de dire « Comme il m'a fait son héritière, je pensais que j'avais le droit. » En réalité, elle était héritière que de la maison et pas de ce qu'il y avait dedans. Et donner l'impression d'être de bonne foi. Ou encore une fois, avouer à la place de ça, elle va nier l'évidence, ce qui est terrible en matière judiciaire. Rodica Negroiu le crie haut et fort. Elle n'a rien à se reprocher. Mais un mois plus tard, une lettre vient donner une nouvelle dimension à l'affaire. Ce courrier, à l'attention du juge d'instruction, arrive d'Israël. Il y est question d'un certain Hermann Goldstein, un homme que Rodica avait épousé en Roumanie, un homme décédé d'une crise cardiaque en 1982, à l'âge de 51 ans. Sa sœur Esther, qui n'a jamais porté Rodica dans son cœur, considère aujourd'hui qu'il a été empoisonné. Rodica Negroiu, cette lettre qui arrive d'Israël et dans laquelle votre ancienne belle-sœur vous accuse d'avoir tué Hermann Goldstein, votre premier époux, comment vous en entendez parler? À la télé. Que j'ai attendu, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire. C'est la sœur de mon mari qui est une personne très méchante et jalouse qu'on n'a pas été en Israël avec elle. Mais alors pourquoi elle vous accuserait? Puis m'accusait par des prétextes. C'était la vengeance, c'est tout. Il n'avait qu'une preuve. C'était rien, c'était Hermann, il était décédé il avait un infarctus myocardique, athéromatose. Bon, c'était un gros fumeur. Et la mort l'avait pris à cause de sa maladie. Mais pour la justice, à ce moment-là, un troisième homme qui meurt autour de vous dans des circonstances étranges, ça fait beaucoup. C'est pas autour de moi, c'était autour de leur vie, de leur maladie.
Maître Gérard Michel, cette lettre, c'est un coup dur pour votre cliente. Sur le plan psychologique, c'est catastrophique et c'est pas de chance. Parce qu'on va dire, son premier mari aussi est mort. C'est un monsieur d'un certain âge, il est mort de maladie, mais il a été incinéré. Quand on remonte le temps, on a l'impression qu'il y a 3 morts. Il y a 3 décès différents. Mais ça aura un effet catastrophique. Ça donne l'impression que c'est une tueuse en série. Et surtout, pour l'opinion publique, ça devient, il n'y a pas de fumée sans feu. Le juge d'instruction ouvre une 3e information judiciaire pour rechercher les causes de la mort. Rodica Negroiu est maintenant inculpé pour 2 empoisonnements et un homicide volontaire. Mais pourquoi aurait-elle empoisonné tous ces hommes? Par appât du gain? Par vengeance? Pour tenter de comprendre, les policiers se penchent sur la vie de cette femme. Elle est née en 1939 dans un village isolé, reculé de la Roumanie. Elle grandit aussi dans une famille modeste. C'est une jeunesse pauvre dans un pays pauvre. Une jeunesse dans un pays qui a été ruiné par la guerre. Dans un pays écrasé par un régime communiste. Il faut avoir en mémoire que nous sommes en plein air Ceausescu. Où le moindre objet est extrêmement difficile à trouver, où on ne peut pas faire des études facilement, et quand on ne fait pas partie du système du régime, c'est très difficile de vivre. En 1967, Rodica épouse Hermann Goldstein. Un garçon naît 1 an plus tard et le couple s'installe dans la maison de la belle famille. Les rapports sont tendus. La vie de Rodica bascule en 1982. Hermann meurt en 1982 et Rodica reprend ses études et elle devient infirmière dans un hôpital psychiatrique. En 1985, Rodica Negroiu arrive à Nancy avec son fils, un visa touristique et quelques valises. Pour gagner sa vie, elle travaille comme aide-soignante. Docteur Francis Bockel, c'est vous qui avez expertisé Rodica Negroiu alors qu'elle était en prison. Quels sont les traits de caractère qui se dégagent de sa personnalité? Quand je la vois effectivement en prison, je suis en présence d'une femme, je dirais pas dans la manipulation, mais en tout cas développant un comportement et un discours qui, bien entendu, est dans la dénégation formelle. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur la vie? Oui, absolument. Absolument. Il s'agit d'une femme qui pourrait très certainement être prête à beaucoup. Et pas seulement pour elle, mais aussi pour son fils. Comment qualifieriez-vous son rapport avec les hommes? Alors je pense que les relations et les rapports qu'elle peut avoir avec l'agent masculine ne sont pas des rapports inscrits dans le registre ou dans la dynamique de la séduction. Je pense que c'est tout à fait d'un autre registre. Lorsqu'elle est en présence d'un homme, est-ce que cet homme est intéressant pour moi de telle façon que je puisse l'utiliser? Et une fois qu'elle l'a utilisé, il n'a plus d'intérêt à exister pour elle, elle le jette. Comme elle jetterait un objet. Pendant ce temps, en prison, Rodica ne se laisse pas abattre. Elle est innocente et elle compte bien le démontrer. Son avocat demande une contre-expertise toxicologique. Maître Gérard Michel, qui est désigné pour procéder à cette contre-expertise? Alors cette contre-expertise, elle va être confiée au plus grand expert français de l'époque, Madame Rudler, qui dirige le laboratoire de la préfecture de police, qui est expert pour la Cour de cassation, qui est une autorité incontestée. Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors Madame Rudler arrive à des conclusions contraires de ceux de ses confrères nancéens. Dans le cas de M. Jactel, on retrouve du phénobarbital, mais pas de digoxine. Alors, pour monsieur et lui, c'est encore mieux, puisque Mme Rudler vient dire il n'y a aucun élément. Ni phénobarbital qui aurait pu l'endormir, ni digoxine qui aurait pu l'assassiner, rien. La contre-expertise de Michel Rudler, c'est une fabuleuse nouvelle pour votre cliente. C'est une fabuleuse nouvelle. On va demander au vu de cela la mise en liberté, et preuve, si on a besoin, que les juges se sont dit ah oui, il y a un problème. Dans cette affaire de triple homicide, elle est mise en liberté. Elle est mise en liberté parce qu'effectivement, l'expertise établit qu'il n'y a pas d'homicide. J'attends avec impatience de voir mon fils.
Une libération qui passe mal chez les policiers. Ça nous fait drôle. Ça fait drôle quand on a fait l'enquête et qu'on voit que sur une seule analyse, les choses peuvent changer comme ça. Donc ça paralyse un petit peu l'enquête. Hein. Il est 16h quand Rodica Negruiu retrouve son fils et sa maison de Maxéville. Professeur Koudane, on a du mal à comprendre que cette nouvelle expertise puisse avoir des résultats quasiment opposés aux vôtres. Est-ce que vous vous êtes trompé? Alors, à partir du moment où on a un prélèvement, on utilise la même technique, les résultats, ça c'est mathématique, doivent être les mêmes, que ce soit dans les cheveux, que ce soit dans le foie, puisque de toute manière, le produit toxique diffuse de façon grosso modo uniforme. Vous me dites qu'il y a eu des différences de résultats, je les constate. La seule explication scientifique, c'est que les méthodes ont été différentes. Alors qui croire? Pour départager les experts, le juge demande une troisième expertise. Les résultats confirment finalement le travail du professeur Koudane. Les deux hommes ont bel et bien été empoisonnés. Une déception pour Rodica, qui pendant ce temps n'est pas resté les bras croisés. Dès sa libération, en avril 1993, elle attaque en justice tous ceux qui se sont mis sur son chemin. Famille des victimes, policiers, médecins légistes, directeurs de la prison, tout le monde en prend pour son matricule. Maître Michel, elle y va pas un peu fort, votre cliente, en attaquant tout le monde comme ça, à tort et à travers? Bien sûr qu'elle a tort, et bien sûr que ça se comprend. Imaginez que vous ayez fait 10 mois de détention. Imaginez que vous soyez traîné dans la boue, dans la presse, tous les jours. Imaginez qu'on vous accuse d'avoir tué votre premier mari, votre deuxième mari, un vieux monsieur que vous connaissiez. Dans ce cas-là, mais vous avez envie d'exploser? Je pense en même temps qu'elle avait une lecture de la société française qui était fausse. Elle pensait qu'on était comme en Roumanie. Elle pensait que les juges et les policiers recevaient des instructions. Bref, elle entretenait sa paranoïa comme ça, et ça explique beaucoup de son comportement. Et elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Elle va être condamnée d'ailleurs. Alors elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir accusé le juge d'instruction dans des conditions tout à fait étonnantes. Comme elle est en liberté, elle se promène à Nancy tranquillement. Elle croise le juge d'instruction qui est en voiture, qui passe devant elle alors qu'elle allait traverser. Elle se couche par terre, elle crie au secours, la voiture vient de me renverser. Elle va à la pharmacie en face en disant « Le juge a voulu m'écraser ». Et donc, vous imaginez le tollé, poursuivi pour dénonciation imaginaire, poursuivi pour outrage, elle passe devant le tribunal correctionnel. Et c'est là où la justice va la rattraper, alors qu'on avait été obligé de la mettre en liberté au moment du rapport de Mme Rudler. On l'envoie en détention ferme pour dénonciation calomnieuse, ferme, ce qui va permettre de la juger devant un cour d'assises détenue et non pas libre, ce qui aurait sans doute tout changé. Si vous savez, une dame qui est assise sur une chaise au premier rang et quelqu'un qui est dans le box entre deux gendarmes, c'est pas pareil. Vous avez attaqué les témoins, les policiers, le juge d'instruction. J'ai été accusée de diffamation. Ils ont dit que j'avais inventé tout ça. Comment je peux inventer une telle chose, savoir le numéro d'immatriculation de ton juge? C'était pas une invention, c'était une réalité. Est-ce que tout ça, toutes ces plaintes que vous avez fait, tous ces courriers que vous avez écrits, est-ce que tout ça, ça ne vous a pas desservi? Bien sûr que m'avait desservi. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Quand tu marches sur mes pieds, que j'ai mal, je pleure, je réagis, n'est-ce pas? Je suis un être humain. Docteur Bockel, elle en fait tellement qu'elle perd presque toute crédibilité. Est-ce qu'elle en a conscience? Elle développe en fait une position qui est celle d'argumenter un vécu de préjudice. Elle estime qu'elle est mise en cause injustement, qu'elle est incarcérée
injustement. Donc, dans cette situation, dans ce vécu qu'elle développe de victime, elle attaque à ce moment-là. Et c'est aussi une façon d'exercer un contrôle sur l'ensemble des personnes qui l'ont mise en cause, c'est-à-dire qui l'ont mise dans cette situation-là. Est-ce que vous pensez qu'elle est pleinement responsable de ses actes? Elle présente des traits de caractère très particuliers, mais en tout cas, elle ne présente pas de troubles psychiatriques, elle ne présente pas de troubles psychopathologiques. Effectivement, on peut considérer qu'elle est totalement responsable de ses actes. Rodica Negroiu n'est pas folle. Elle peut donc être jugée. Son procès s'ouvre en juin 1999 à Nancy. L'affaire Goldstein est trop ancienne et s'est soldée par un non-lieu. Elle comparaît donc pour l'empoisonnement de Raymond Jactel et de Gérard Eluy. La famille attend que Rodica Negroiu soit condamné. Si on a attendu 7 ans au niveau de la procédure, c'est qu'on a accumulé suffisamment de preuves et suffisamment d'éléments pour avoir une décision, pour qu'une décision soit enfin prise. La salle d'audience est comble lorsque l'accusé fait son entrée dans le box. Rodica Negroiu, à son procès, elle arrive très apprêtée. Elle a sa chevelure blonde, presque platine, impeccablement ordonnée. Elle a une petite veste de tailleur à rayures et elle entre dans le box. On sent déjà avec beaucoup d'énergie. On sent dès les premières minutes que ça ne sera pas facile. Maître Michel, vous allez devoir composer pendant ce procès avec la personnalité de votre cliente. À chaque instant, elle intervient, elle parle à tort et à travers, elle parle quand il ne faut pas. On a beau lui poser la main dessus pour qu'elle se taise, il n'y a rien à faire. Elle parle quand même. Je veux dire quelque chose, Monsieur le Président. Et c'est parti. Vous lui dites, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte. Et je vais même plus loin. Je ne suis pas certain qu'elle avait une confiance totale en ses avocats. Parce qu'elle se sent tellement persécutée, victime d'accusations injustes, qu'elle pense que tout le monde est contre elle. Elle perd son calme en permanence. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Moi, ce que je redoute le plus, c'est qu'elle devienne antipathique. Vous savez, il n'y a rien de plus injuste qu'un procès d'assises. Parce que vous pouvez être le pire des salopards et paraître sympathique. La veuve de Maxéville ne recule devant rien. Elle menace et insulte les témoins. J'ai trouvé que le juge la laissait faire tout ce qu'elle voulait, raconter tout ce qu'elle voulait. Il y avait qu'elle qui avait la parole. Mais au bout de 8 jours, je dis, c'est pas possible qu'il la laisse hurler comme ça dans le tribunal. Mais ce tempérament explosif va se retourner contre elle. Nous avons parfois titillé ou provoqué, je dirais, Rodica, pour que finalement elle se lâche, passez-moi l'expression, et c'est quand on se lâche que souvent, eh bien, on oublie naturellement d'être prudent et on peut être amené à dire la vérité, ce qu'on va ensuite regretter. Rodica perd son calme. Elle tombe dans le piège lorsque la cour apprend enfin où sont passés les fameux bons du Trésor. Les 750 000 francs, si attendus et tellement voulus par Rodica, sont entre les mains d'une de leurs connaissances, qui n'est autre que Claude, l'héritier de M. Jactel. Maître Michel, cet aveu, c'est une chance pour vous? Ça aurait dû être le tournant du procès. On devrait se dire, finalement, M. Jactel, il est peut-être mort de rien du tout, et il y avait autour de lui, pas que Mme Negroiu, mais une série de gens qui étaient intéressés à ramasser tout ce qui pouvait venir de la petite fortune de M. Jactel. Et en fait, elle va transformer ça en quelque chose de désastreux. Elle se met debout. Elle crie « C'est un voleur, il m'a pris mon argent !» C'est-à-dire en hurlant. Et donc, ce n'est plus ce monsieur qui a pris l'argent de son oncle, c'est Mme Negroiu qui va absolument le butin. Il a pris mon argent et ça donne un effet épouvantable. Tout le monde oublie que le neveu avait menti, qu'il n'avait jamais dit ça, qu'il a pris cet argent quand il n'avait aucun droit à l'époque pour le faire. Tout cela est suspect, elle va tout détruire par cette attitude irresponsable. Finalement, elle est elle-même sa pire ennemie, et il y aura un autre moment d'ailleurs dans le procès où elle va faire la même chose. Mais exactement de la même façon. On a disposé
sur une table devant la cour d'assises tous les objets qu'on a trouvés chez elle au moment de la perquisition et qui lui appartenaient manifestement à M. Jactel. On lui montre au fur et à mesure une tour Eiffel, un tableau de la guerre de 14. Contre toute évidence, elle dit « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ». Et cela agace tellement mon confrère de la partie civile que celui-ci prend sa montre, la pose sur la table des pièces à conviction et dit « ceci, madame ». Elle dit « c'est à moi, c'est à moi ». Il la prend et dit « non, madame, c'est à moi ». Il la remet, rire général, c'est terminé. Pour les jurés, elle est une menteuse jusqu'à la fin. Mais en réalité, bien sûr que c'est une menteuse là-dessus. C'est une menteuse par cupidité. C'est de la bêtise. L'avocat général demande 20 ans de prison. Après seulement 3 heures de délibéré, le verdict tombe. Les jurés ont suivi les réquisitions. Coupable et condamné à 20 ans de réclusion. Quand j'ai attendu le verdict, je ne croyais pas. 20 ans de prison pour des choses que je n'ai jamais commises. J'ai crié, je suis innocente, c'est vous les criminels. Comme ça, j'ai dit. C'est vous les criminels que vous m'accusez innocente. Et voilà. Imaginez-vous, je me suis vue en prison, c'était un calvaire. Et ils ont jeté avec leur boue sur ma personne propre. Ils m'ont sali avec... mais je suis propre, madame. Je suis propre. Je n'ai rien à me reprocher, rien du tout. Pour Rodica, c'est un scandale. Pour les familles, un soulagement. Jean et lui, vous entendez coupable? Je ne l'ai pas entendu longtemps, puisqu'elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier, à insulter toute la cour, et en particulier de traiter le juge d'assassin. Pour quelqu'un qui a eu un passé comme elle, sympathique. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, enfin, on est arrivé au bout. Je me suis dit aussi, comme je ne crois pas au hasard, 1, 2, 3, bon, on arrête là. Il y aurait peut-être eu 4, 5, 6 après, à raison un tous les 2 ans. Bon, j'accuse pas là, hein, mais je vous dis, je crois pas au hasard. Aujourd'hui, Rodica est libre. Elle est revenue vivre à Maxéville, où elle continue à crier son innocence. Toutes ces années de prison, comment vous les avez vécues? J'ai survécu. Rester 17 années innocente parmi les personnes violentes, et des vrais criminels, des vrais fautifs. Et respirer même air et avoir peur de eux, parce qu'en promenade, tout ça, je sortais quand même, j'avais besoin de respirer. Parce qu'il y a une spéculation aussi de la personnel de la prison, de l'administration pénitentiaire, qui voit une personne qui a un peu la tête plus haute que les autres. Eh ben, il essaie l'écraser. Le fait que je suis innocente et combative, et voilà, ça l'avait gêné. Vous occupiez vos journées comment en prison? Le moment-là, il a fallu travailler, parce que vous savez, je travaillais dans une cellule enfermée, je faisais des tailleurs, je sais que la couture. Donc, allez, tu fais ça, dépêche-toi, enfermé comme une bête. Et j'ai travaillé quand même, j'ai travaillé dans toutes les prisons, gratuitement. C'était travail forcé. Je peux dire que c'était travail forcé, je travaillais. Quand elle est libérée en janvier 2015, la sulfureuse blonde est devenue une vieille dame. Elle a alors 75 ans. Le fait de la savoir libre, qu'est-ce que ça vous fait? Il y a une petite crainte derrière quand même. Déjà, ça donne des frissons quand on apprend ça. Là. Et une petite crainte, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque avant, quand elle avait déjà les poignets liés, c'était des plaintes contre tout le monde. Aujourd'hui, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis survivante. De quoi vivez-vous?
Mais aujourd'hui, j'ai une petite retraite, une retraite malheureuse, bon. Et j'ai fait également une petite... j'ai fait le jardinage, avoir un potager. Et voilà, pour pouvoir exister, manger des choses qui sont naturelles, qui m'aident aussi financièrement, c'est-à-dire pour moi-même. Bien sûr, le jardinage est pour moi-même et pour mon fils. Vous cultivez des légumes? Voilà, je cultive des légumes, voilà, les fleurs qui sont... Voilà, j'ai fait des choses, regardez mes mains, et ben, ça se voit qu'il a beaucoup travaillé. Mes mains et ma tête, ils ont travaillé honnêtement pour les autres et pas pour moi, parce que maintenant, j'ai plus rien. Rodica n'a plus un sou. Depuis quelques années, elle a subi plusieurs déconvenues. La famille et lui a décidé de riposter. À son tour, elle a attaqué Rodica Negroiu en justice. C'était dû au fait qu'elle a eu beaucoup plus d'avantages que ce qu'elle méritait. C'est-à-dire au niveau de l'héritage, elle a eu un peu plus que la part des enfants. Il y a eu aussi la pension de reversion, qu'elle n'y a absolument pas droit. Qu'elle continue de toucher? À l'époque, oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça a donné, ces poursuites? Vous avez pu... on a récupéré l'argent touché en trop par elle. Voilà, ça s'est arrêté là. Et depuis, on n'a plus du tout de contact. C'était important pour vous? Oui, ça remettait les choses à leur place, oui. C'est surtout ça, c'était plus symbolique qu'une histoire d'argent. Ultime humiliation pour elle, la justice a considéré que son union avec Gérard et lui était un mariage blanc. Sa nationalité française lui a donc été retirée. Rodica Negroiu, cette déchéance de nationalité, vous qui teniez tellement à devenir française, qu'est-ce que ça vous a fait? J'étais très triste, j'étais malheureuse parce que je sais que je l'avais mérité et que je le mérite. C'était un vol, mais il l'avait volé. Parce que c'était la mienne, je l'avais obtenue par mérite, par le travail honnête, par... j'ai rien fait de mal, rien du tout, pour être volé de la nationalité française. Pour faire face à l'adversité, Rodica a toujours pu compter sur un homme, son fils. Son fils va passer sa vie, il va la consacrer entièrement à reprendre le dossier de sa mère, à l'étudier feuille par feuille, pour essayer de trouver la moindre faille capable de faire tomber la condamnation de Rodica Negroiu. Une ténacité qui finit par payer. Après des mois de travail minutieux, le fils de Rodica fait une découverte qui va relancer l'affaire. Il s'aperçoit que dans l'expertise médicale, on indique que M. Jactel prenait du Colchimax. Et dans le Colchimax, dans la composition de ce médicament, on retrouve du phénobarbital. Le phénobarbital, c'est cette molécule qui a été retrouvée dans le corps de Raymond Jactel. Celle qui aurait contribué à l'empoisonner, selon les experts. Mais si le retraité prenait un médicament qui en contenait, alors ça change tout. Professeur, cette découverte, c'est un revers pour vous? À partir du moment où, dans le rapport d'expertise, j'ai écrit qu'il n'y avait pas eu de prescription thérapeutique, il faut reconnaître que c'est une erreur. Voilà. Et finalement, cette discussion sur les expertises, ça jette le trouble. Je veux dire, Madame Negroiu et bien sûr ses conseils peuvent se jeter effectivement sur ce détail de l'histoire médico-légale qui, à mon avis, n'est pas très importante si on analyse les faits sur le plan toxicologique de façon mathématique, mais néanmoins, je veux dire que ça me paraît tout à fait normal. Sur la base de ce nouvel élément, Rodica Negroiu saisit en octobre 2007 la commission de révision des condamnations pénales. Maître, vous êtes l'avocat de Rodica Negroiu. Vous déposez une demande de révision. Sur quel fondement? Alors, en matière d'empoisonnement, il faut bien dire quel est le produit qui a servi à l'empoisonnement. Or, on nous a servi pendant des années, vous l'avez empoisonné au phénobarbital, mais le phénobarbital, ça faisait partie des médicaments habituels de M. Jactel. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette requête devant la commission de révision de la Cour de cassation.
Parce que ça, c'est un élément nouveau de nature à faire naître un doute. Bien sûr, c'est un élément nouveau. La commission de révision de la Cour de cassation interroge des experts. Les experts vont effectivement déclarer qu'il y a eu une erreur d'appréciation et que ce médicament contenait bien du phénobarbital, mais ils vont considérer que la dose de phénobarbital qui a été relevée dans le corps de M. Jactel est une dose non pas thérapeutique, c'est-à-dire que ce n'est pas une dose qui correspond à des médicaments, mais une dose toxique, ce qui signifierait qu'on aurait pu rajouter plusieurs doses de phénobarbital pour attenter à sa vie. La demande est rejetée en avril 2010. Une nouvelle déception pour Rodica, qui refuse pourtant de renoncer. Un an plus tard, elle dépose une nouvelle demande en révision. De récentes études viennent apporter un éclairage inattendu. La présence de digoxine dans le corps des deux victimes pourrait s'expliquer autrement que par un empoisonnement. Que disent ces nouvelles études anglo-saxonnes ? Il s'avère que des études effectuées par des anglo-saxons qui ont suivi une population d'obèses pendant plusieurs années ont permis de s'interroger sur les traces de digoxine qu'on trouve dans les analyses biologiques. Parce que ces obèses qui ne prenaient pas de digoxine, ils avaient des traces de digoxine dans leurs analyses biologiques. Ce qui a permis à ces médecins de poursuivre leurs investigations et de constater que certains individus, plus particulièrement ceux qui étaient atteints de pathologies genre diabète ou hypertension, fabriquaient de manière endogène de la digoxine. Et bingo, il se trouve qu'une des victimes souffrait de diabète et l'autre souffrait d'hypertension, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans le champ d'application des études qu'on vient de citer. Donc ces morts pourraient être des morts naturelles. Ces morts sont des morts naturelles. Tout est possible, mais ça me paraît tellement extraordinaire. Là, pour moi, on est plutôt, on va dire, au niveau du roman, de l'utopie, plus que de la démonstration scientifique. Donc si on l'a retrouvé dans des proportions pareilles dans leur corps, il a fallu aider un peu la nature. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Des avis scientifiques, une fois de plus, complètement opposés, et une première véritable victoire pour Rodica. Fait rarissime, la commission de révision ordonne de nouveau un supplément d'informations. Les arguments de Rodica ont visiblement fait mouche. Des investigations sont en cours. Pour la famille et lui, ces recours à répétition sont de plus en plus difficiles à supporter. Pour nous, effectivement, c'est épuisant, mais c'est une façon aussi de faire parler d'elle. Hein. Je trouve ça pénible mais elle a le droit de le faire. Hein. La loi française le lui permet. Vous renoncerez un jour ? Jamais. Je continuerai jusqu'à la fin de ma vie défendre mon innocence et ma liberté. Ils m'ont volé la vie. 17 années de vol. Mais j'espère que j'aurai une révision. J'espère que j'aurai une révision. Et je suis l'innocente de Maxéville, madame. Je suis l'innocente de Maxéville. Et ce n'est pas l'empoisonneuse de Maxéville. Et je crois qu'un jour viendra et que tout sera vu à la lumière et que je serai innocente.